un jeu pour moi. En politique, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc il faut vraiment être préparé psychologiquement, mentalement, spirituellement, parce que la politique, c'est aussi une question mystique. D'accord, en tout cas, vous allez nous dire ce qui justifie la mise à l'écart de votre candidature. Hormis ce côté-là, je crois que depuis 43 ans, c'est un flop total. Les grandes ambitions, ensuite les grandes opportunités, les grandes réalisations, c'est un mensonge. Je prends que les barrages de Mekine-Membélé, on avait prévu au moins 400 MW pour Membélé, on n'en a même pas 60. Mekine, c'était prévu 240, on n'en a même pas 30. Donc au niveau de l'énergie d'abord, c'est un flop. Et je voudrais revenir sur un point qui me semble important. Je crois que le terme de économie camerounaise est un abus de langage. Nous n'avons pas d'économie. Parce que vous parlez d'économie dans un pays, on parle de production, pas des matières premières, qu'on ne transforme même pas. On parle de distribution. Alors, nous faisons de l'import-export qu'on appelle de l'économie. Ce n'est pas de l'économie. Parce que pour qu'il y ait économie dans un pays, il faut d'abord un socle qui me semble fondamental, c'est d'abord la recherche. Nous avons un ministère, dit ministère de la Recherche, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a cherché? Parce que la recherche, les inventions sont un détonateur pour l'économie et l'industrialisation, au risque de vivre perpétuellement sur la consommation des produits étrangers. Parce qu'on ne va pas dire qu'on produit du cacao, c'est des ressources naturelles qu'on a chez nous, on ne produit pas du pétrole, on ne produit pas de l'uranium. Est-ce qu'on les transforme? Même la Sonamine qui a été mise en place par le chef de l'État en 2021 ne fait pas son rôle. Les Chinois viennent avec leurs gros équipements, nous piller notre or à Batouri et ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on produit? Quelle est l'économie camerounaise? Et on est dans l'import-export. On n'a pas d'économie au Cameroun. Par ailleurs, quand vous prenez les pays comparables, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, accessoirement le Gabon et la Guinée équatoriale, notre taux de croissance peine à trouver les 4% depuis des lustres. On a bénéficié en 2006, et Jacques Bima l'a dit, d'un point d'achèvement. On a donc fait l'économie en principe de beaucoup de centaines de milliards. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Il y a une gabegie qui s'est installée. Il n'y a pas d'économie dans ce pays. On fait du commerce, on appelle ça économie. C'est faux, c'est faux. Il faut mettre en place des structures et surtout encourager les jeunes. Cela a-t-il existé avant les 43 ans du régime actuel? Dans la première République, disons la République qui est gouvernée, dirigée par Idjo, il y avait un embryon d'industrie. Rappelez-vous les Maxi, et rappelez-vous les zones industrielles et autres sociétés d'État qui étaient mises en place, le Fonader, les Sacheries, que M. Bézigué connaît très très bien. Donc il a été le directeur général. L'OCPB, que M. Oufoué-Boigny est venu... M. Oufoué-Boigny est venu copier au Cameroun, pour ce qui concerne l'OCPB. Alors, donc, tout ça, ça a disparu. On est parti de 200 sociétés d'État, pratiquement à moins de 100 aujourd'hui. Et ça pose un problème de gestion de la chose publique. Et quand vous rajoutez à cela, Philippe, les détournements massifs non punis, quelques-uns, les malchanceux sont en prison, mais la plupart sont impunis. Et ça pose un vrai problème. Nous avons, ici au pays, l'une des nations les plus riches d'Afrique, sinon du monde. Nous avons même découvert l'uranium, le cobalt, le coltan dans ce pays. Mais est-ce qu'on les transforme? À quoi a servi le décret de création de la Sonamine, finalement? Prenons le cas de l'or, comme je l'ai dit. Est-ce que le dispositif mis en place par le chef de l'État profite aux riverains? Ils sont encore dans l'orpaillage, c'est encore au niveau manuel. On n'a pas d'équipement pour extraire l'or, qui est en quantité, notamment à l'est du pays. Donc comment voulez-vous espérer mettre en place une économie si on n'a pas mis en place des structures? Le ministère de l'enseignement, de la recherche scientifique doit être supprimé. Nous avons une dame qui est totalement incompétente, qui est là depuis au moins une vingtaine d'années, qui ne fout rien. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce que quand on recherche, on doit quand même trouver. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Qu'est-ce qu'on recherche dans nos universités, en quoi qu'elles soient? Est-ce que les laboratoires sont à même de nous faire penser que demain on peut découvrir quelque chose? Parce que là, nous sommes condamnés à consommer les produits chinois, français, américains, allemands à perpétuité. Donc, pour moi, il n'y a pas d'économie. Peut-être une économie néocoloniale, mais on n'a pas d'économie. Et ça me pose un problème de conscience. Alors que nous sommes dotés des matières premières incroyablement lourds et riches. Mais là vous faites le bilan du régime RDPC. Mais on parle de bilan.
Qu'est-ce que la part propose? D'ailleurs, on vous accuse, vous, à part d'être un satellite du régime, du RDPC. Je ne peux pas prêter aux gens des greffes de cerveau. Il faut bien qu'ils me citent des passages dans nos projets de société, notre projet de société qui parle de rapprochement avec le RDPC. Je dis ceci. Moi, je milite pour la souveraineté nationale, pour la République et la vraie indépendance. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, malgré les efforts du président de la République de rompre les accords coloniaux, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de vestiges à évacuer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut se développer avec la monnaie CFA? Ce n'est pas possible. Nous battons monnaie, notre monnaie CFA est battue encore je crois, à Chamalières, à Clermont-Ferrand. Comment est-ce qu'on peut être souverain si on n'a pas de monnaie nationale? On ne peut pas l'envisager. Donc, je suis panafricaniste et je milite pour la suppression, et c'est forcément possible. Il suffit d'une volonté politique des 6 chefs d'État d'Afrique centrale, au moins. Et l'UMOA, on sait qu'il y a encore la Côte d'Ivoire qui crée un nœud gordien, qui crée encore un engorgement. Mais je pense que le projet de la part, pour ceux qui viennent bien lire, est sur les réseaux sociaux. Sur le plan, comment dirais-je, de l'économie, moi je propose qu'on retourne à l'or vert d'Aïdjou. Il y a des lopins de terre, des terrains fertiles arables partout au Cameroun. Mais on encourage les jeunes à faire des métiers complètement, je ne veux pas manquer de respect au Ben Skinner, des métiers qui sont humiliants, si j'ose dire. Des métiers qui ne rémunèrent pas son homme. Ça partirait d'un système éducatif qui est raté à la base. L'éducation, c'est un autre segment d'un projet de société solide. Parce que là, vous donnez une vingtaine de matières à des élèves dès la base et puis qui se dispersent. Je termine, Philippe, n'ont pas de spécialité. Il faut retourner à la politique agricole. On peut dédier 400 mètres carrés à chaque jeune volontaire. Et puis au moins éliminer les petits métiers, avec tout le respect que j'ai pour eux, comme le Ben Skinner, les Bayam Selam, qui ne rapportent quasiment rien. On fait du commerce. On a de l'or sous la terre. On a l'agriculture qui a de l'or vert, à côté du pétrole qui a une énergie fossile qui va peut-être disparaître un jour. Mais la terre est produite à perpétuité. D'accord, nous allons circuler la parole. Convertir nos jeunes, inciter nos jeunes à aller produire. Mais en un mot, pourquoi vous accuse-t-on de complicité ou de proximité pour rester gentil avec le régime en place? C'est des fantasmes des talibans, de mes ex-camarades, qui pensent qu'effectivement, quand on parle du Cameroun, quand on approuve un acte posé par un ministre, on devient un pro-gouvernement. Non, moi je ne suis pas pour le manichéisme politique. Je pense que si un ministre demain vient créer des forages, là où il n'y en avait pas dans un quartier, je dois applaudir. Parce que si je ne suis pas honnête en disant cela, je ne serai pas crédible non plus à dénoncer l'état du gouvernement. Donc on doit sortir de ce manichéisme politique, considérer que tout est noir au gouvernement, tout est blanc dans l'opposition. L'opposition aujourd'hui, quand on gratte bien, il y a des gens qui ne sont pas du tout opposants, mais qui s'estampillent opposants. Et ça pose un vrai problème. Donc il faut être réaliste. Vous en connaissez? Il y en a plein, vous les citez, vous les connaissez, vous les citez. Donc aujourd'hui, il s'agit d'être réaliste et pragmatique. D'accord. Nous croyons que la politique, Philippe, pour terminer, c'est permettre aux Camerounais d'améliorer leurs conditions de vie. C'est tout. C'est comme ça qu'un homme politique devrait réagir. Il faut mettre à part les idéologies. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la consommation, même si on n'a pas d'économie, puisse relancer. Et pour que la consommation soit relancée, que la relance économique soit faite, il faut encourager les entreprises à rehausser les salaires. D'abord, parlons du RDPC, parce qu'il est là, pouvoir depuis 42 ans. D'abord le RDPC. Oui. Le président Biya prend le pouvoir en 82. En 87, éclate la crise économique, qui fait 20 ans, comme l'a mentionné le président directeur général Guimaï. Il s'achève en mars 2026 avec l'atteinte du plan d'achèvement. Le président Biya ordonne donc la mise en chantier d'une vision d'un Cameroun émergent en l'an 2035. Cette vision a été découpée en décades. D'abord le DSCE, le plan stratégique de la croissance et de l'emploi. Ensuite, aujourd'hui, la SND Trans, stratégie nationale de développement 2030. Exactement. Voilà le cadre stratégique que le président Biya s'est donné officiellement. La première observation, c'est qu'il y avait des cibles
Aucune de ces cibles n'a été atteinte. Aujourd'hui, on devrait avoir une croissance minimale de 6%, comme la Côte d'Ivoire. Nous traînons à croix et poussière. C'est-à-dire, c'est une croissance végétative qui suffit à peine à couvrir la croissance de la population. C'est donc dire qu'aujourd'hui, moi j'ai écouté le président Bimay qui a évoqué des nouvelles études. Bon, je suppose que c'est peut-être des études qui viendront redresser le cadre stratégique actuel qui est la stratégie nationale de développement 2030. Mais on attend encore les cibles. Alors, lorsqu'on voit, on peut se poser la question, quel est le problème? C'est-à-dire, pourquoi le RDPC n'a pas réussi à répondre aux attentes? Est-ce que c'est lié aux individus qui ont piloté le dispositif ou bien est-ce que c'est lié aux défaillances techniques même du dispositif institutionnel? Parce que je crois que et c'est là l'enjeu des prochaines élections. C'est-à-dire pourquoi le système actuel n'a pas réussi à développer le pays. Est-ce que c'est parce que Biya est un piètre dirigeant? Vous savez, un avion, quand vous conduisez une voiture même, il y a deux facteurs. Il y a l'engin lui-même. Est-ce que l'engin a été bien construit? Et il y a le pilote. En cas d'accident. Mais sauf que le pilote ici devrait être le constructeur de l'engin. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas Biya qui crée le Cameroun. Non. Le Cameroun est une création historique qui a ses contraintes. Bon, Biya peut agir sur tel ou tel aspect, mais pas nécessairement sur tous les aspects. Mais construire les bases d'une administration qu'on veut pérenne, ça pourrait aider dans le pilotage de... Non, je dis, peut-être, oui, il y a même peut-être aussi cet aspect. De toute façon, il avait quand même une certaine emprise sur le modèle. La question, c'est que est-ce que c'est le modèle qui était défectueux? Un État unitaire, centralisé, avec des sous-préfets par-ci, tout se prend par décret, tout est concentré à Yaoundé. Est-ce que c'est ça le problème? Ou alors, c'est les gens qui étaient dans le système qui ont empêché? Et c'est ça, parce que c'est la question fondamentale lors des prochaines élections. Donc, là-dessus, je vais citer quelques cas. Le système de billets est tellement polarisé que Yaoundé et Douala, qui regroupent 30% de la population, concentrent 90% des guichets de financement, utilisent 95% de la masse monétaire, regroupent 80% d'agents publics. Autrement dit, avec 30% de la population de deux régions. Et un habitant de Yaoundé-Douala est en moyenne 10 fois plus riche que le Camerounais moyen. Mais quand vous avez une telle configuration, quel que soit celui qui gère le pays, un tel pays ne peut pas se développer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le système a asséché les ressources qui peuvent mobiliser les facteurs de production dans les régions n'existent pas. C'est pour ça que vous allez voir des enfants qui prennent la moto à Kousseri et à Maroua, mettent la moto sur la voiture, sur le car, pour venir faire le Ben-Sikir à Yaoundé. Et voilà. Donc, quand vous avez un tel modèle, ça ne peut pas. Donc, il y a, à côté de ça, je vais prendre un autre exemple. Le Cameroun n'a que 400 000 agents publics. Même pas 3% de la population active. Comment voulez-vous
que l'État joue un rôle macroéconomique de relance de la consommation avec un tel modèle. Donc il y a des données structurelles qui font que lorsqu'on examine le système, on se rend compte que le système lui-même est vicié. On avait adopté la décentralisation. On a espéré que la décentralisation allait au moins atténuer ces abus. Et ces abus qui ne sont pas liés, ce n'est pas nécessairement lié à la gouvernance de Biya, mais ça rend impossible tout succès. Mais Dieudonné Somba, il n'y a-t-il pas de lueur d'espoir? Tout est perdu? Non, mais il n'y a de lueur d'espoir que quand on a fait un diagnostic. Même en économie, c'est la science. Quand vous allez chez le médecin n'est pas là pour vous faire plaisir. Il vous examine et vous dit qu'ici, là, il y a une défaillance. Quand je peux encore citer beaucoup d'autres défaillances qui font que de manière objective, les politiques publiques ne peuvent pas réussir parce qu'on a un mauvais modèle. Et c'est là donc que je vais interpeller le reste des autres acteurs. Et il y en a qui pensent que ouais, c'est un bon système, on va remplacer Biya, on va faire mieux que lui. En oubliant que le système a des contraintes qui rendent impossible tout succès économique. Mais il y a d'autres, je pense particulièrement... Ils seront capables de monter d'autres modèles de gouvernance. Donc, non, d'autres modèles, nous sommes ici devant ce qu'on appelle des modèles... Non, enfin, non, je dis, si je prends Dieudonné Somba qui dit que rien ne pourrait changer, la part, l'OPAL pourrait monter un modèle de gouvernance différent de celui que le RDPC propose. Oui, c'est-à-dire, il faut comprendre, la gouvernance n'est pas simplement un problème de volonté d'individu. C'est-à-dire, je veux, non. On appelle ça le volontarisme utopique. C'est des imbéciles et des ignorants qui croient que la volonté peut agir dans le monde. Ce qui agit dans le monde, c'est la maîtrise des règles et des sciences, de la science. Et vous mettez s'il n'y a pas de volonté. Pardon? Ouais, la parole vient à vous. Non, j'ai dit, non, je n'ai pas exclu le leadership. Mais alors, non. Mais le leadership vient prolonger la maîtrise des systèmes. Nous ne sommes pas ici dans la magie. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne une économie nationale. Si vous ne savez pas comment fonctionne une économie nationale... Au Cameroun, on n'a aucun problème. En termes de quoi? Ouais, nous allons circuler la parole. Oui, laissons Dieudonné Somba aller jusqu'au bout. En disant que, aujourd'hui, en réalité, les prochaines élections présidentielles constituent une phase de la transition du Cameroun. Autrement dit, du départ d'un modèle essentiellement extensif, rentier, improductif et qui est paupérisant. Rien n'a été fait, Dieudonné Somba. Permettons qu'on ne comprenez pas. Oui, non, je vous comprends. Moi, je pose des questions. C'est pour le téléspectateur. Rien n'a été fait. Mais je dis que, quels que soient les efforts que vous fournissez, avec une machine malade, vous avez déjà conduit une machine. Quand vous avez une machine malade, quels que soient les efforts que vous faites, ça ne joue aucun rôle. Mais Aboya Manassé dit que le Cameroun n'a aucun problème. Non, ce n'est pas Aboya qui m'enseigne comment j'ai fait. J'ai dit donc, non, moi je n'ai pas fini. Je disais donc qu'aujourd'hui, et c'est ce que je demande notamment aux partisans du Cameroun fédéral, parce que c'est eux qui sont sur la bonne voie. Il faut un système dépolarisé où l'argent ne se limite pas à Yaoundé. L'argent doit être à Kousseri, l'argent doit être à Maroua, l'argent doit être à Bertois, l'argent doit être à Bamenda, à Bafoussam. Les masses d'argent, parce que c'est quand l'argent est là-bas qu'il y a une induction du développement. C'est quand l'argent est là-bas qu'on peut valoriser les facteurs productifs, les dotations factorielles des régions.
Ce n'est pas comme ça. Quand on consomme l'argent à Yaoundé et Douala, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le monde qui vient à Yaoundé et Douala. Tout le débat au Cameroun. Et il n'y a aucun débat sur le développement des régions. Le seul débat, c'est comment ancrer Ituri. Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne sur ce modèle-là? Vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux, dans les médias, aucun débat sur le développement de l'Est. Aucun débat sur le développement de la Damawa. Le seul débat, c'est un Bassa qui doit ancrer Ituri. Non, c'est un anglophone. Mais comment voulez-vous qu'un monde fonctionne comme ça là? Je dis, il faut dépolariser le pays, il faut le fédéraliser. Et favoriser la circulation des fonds. C'est pour ça que j'appelle les partis fédéralistes à nous présenter un programme. D'accord, Dieudonné Sumba. Moi j'ai du mal à ne pas j'ai du mal à ne pas prendre au sérieux ce que développe Dieudonné Sumba. Nous sommes citoyens camerounais qui vivons des réalités camerounaises et c'est difficile. Donnez-moi la parole. Oui, c'est vous, bien sûr. Au départ, il était prévu un État unitaire décentralisé. Le problème, c'est que la décentralisation est restée lettre morte. Ça n'a jamais été appliqué. Ok. Avoir un élu dans le fief même du RDPC. Monatélé, c'est le... Vous savez. D'accord. Et donc, tout ce que vous entendez, est-ce que vous aurez des priorités? J'ai parlé tout à l'heure de priorités. Ça devrait être quoi les priorités principales du candidat d'IPAL si jamais, au soir du 12 octobre prochain, vous remportiez la présidentielle? Parfois, je me demande si, quand j'écoute parler mon ami Bimaï, est-ce qu'on vous oblige à dire des choses pour faire plaisir? Si on les oblige à dire des choses pour faire plaisir. Bon, enfin, je connais... Ce qu'il dit est insensé pour... Non, il évoque des choses qui sont... Moi, je n'aimerais pas les soulever ici. Hein. Quand je prends un seul point, le point de l'énergie, le développement de la production énergétique du Cameroun. Et je vais revenir au sujet essentiel dans ce point-là. Et il y a le barrage. D'abord, l'Ompaga, c'est un barrage retenu avec une petite usine de pieds. C'est pas... Les deux barrages en cours, Nactigal et Kikot. C'est quelque chose de très grave. Et je souhaite que vous parliez dans le micro, Majesté. Nactigal et Kikot. Je n'ai pas voulu l'évoquer ici parce que c'est un problème qui nous tient à cœur. Monsieur Bimaï, est-ce que vous savez que ces deux barrages qui sont construits sur des modèles PPP que vous évoquez, est-ce que vous avez une idée de la part du capital qui est détenue par le Cameroun? Allez vous informer. C'est une part de capital très, très, très faible. C'est ça le PPP? Oui, c'est ça. Sauf que notre partenaire, c'est EDF. Et EDF, c'est une entreprise d'État française. Électricité de France. Oui, c'est une entreprise d'État française. Lorsque ces deux barrages seront achevés, la production totale d'énergie au Cameroun sera à peu près 2000 MW, dans la meilleure des hypothèses. Mais Kikot et Nactigal représenteront à peu près 70% de la production d'énergie hydroélectrique au Cameroun. 70% de la production d'énergie au Cameroun est contrôlée par une entreprise d'État française, par EDF, par une entreprise d'État. Ce n'est pas des investisseurs. EDF est une entreprise d'État. Vous allez parler de souveraineté quand on prend des décisions comme celle-là, où on laisse que
un État de notre pays vienne contrôler le capital de la production énergétique d'un pays. Alors, moi, quand je vous écoute parler, je ne souhaite pas vraiment dramatiser ou poser des choses, des problèmes comme cela, pour ne pas inquiéter les Camerounais. Nous allons essayer, nous espérons pouvoir redresser la barre. C'est bien, nous avons besoin des investisseurs, nous avons besoin de partenaires, mais il faut toujours analyser quels sont les gains et le coût de certains partenariats. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous entendons faire. Nous considérons notre candidat à Teki Seta. Je souhaite que les Camerounais retiennent son nom, à Teki Seta Caxton. Nous avons à gérer 3 priorités, qui sont en réalité 3 transitions que nous devons réussir. Il y a la première transition. C'est une transition générationnelle et culturelle. La transition générationnelle veut que, et nous en avons donné nous-mêmes la preuve, qu'aujourd'hui, la gestion du Cameroun soit transférée à la nouvelle génération. Quand vous parlez de transition, c'est quoi? Transition institutionnelle, par exemple? Non, je vais y arriver. Il y a la transition générationnelle et culturelle, il y a la transition économique, il y a la transition institutionnelle. D'accord. Alors la première transition, elle doit être générationnelle et culturelle. Et nous avons déjà donné le signal nous-mêmes en investissant pour la présidence de la République un candidat qui est un jeune de moins de 40 ans et qui est de plus, là c'est le côté générationnel, et qui de plus est anglophone. Parce que nous estimons que depuis que le Cameroun existe dans sa forme actuelle, il est la base d'un contrat entre 2 communautés culturelles. Oui, parce que vous, fils et Kambeti, de la région du centre, investissez un candidat du Nord-Ouest. Oui. C'est tout un symbole, c'est ça? C'est un symbole pour montrer que le Cameroun, l'unité nationale au Cameroun ne doit pas être une incantation païenne. Ça doit être des actes volontaristes. Concrets. J'étais moi-même en capacité, mon dossier est complet, ma caution était prête, tout était prêt. Mais lorsque j'ai réfléchi et j'ai écouté le peuple, j'ai dit, la demande du peuple aujourd'hui, l'aspiration du peuple, c'est qu'ils veulent un candidat de la nouvelle génération. Et j'ai pris cette décision en espérant que l'exemple pourra être compris par d'autres personnes. Au RDPI, ça semble ne pas être le cas, c'est leur responsabilité. Ça, c'est la première transition. Celle-là, je considère que nous l'avons déjà réussi. La deuxième transition, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la transition économique, où nous disons que nous devons faire évoluer notre modèle économique pour le faire passer du modèle d'import-substitution qui limite les capacités de développement de l'industrie, de l'économie, à un modèle d'import-substitution qui nous permet d'être présents sur les marchés globaux en développant à la fois les activités manufacturières, en implantant sur le Cameroun, en favorisant l'implantation au Cameroun d'unités de production de grande taille qui ont pour marché cible le marché global. Pour relancer la croissance. Pour relancer la croissance. Pour relancer la croissance et qui permettrait donc qu'on passe d'un taux de chômage à l'heure actuelle, je préfère parler du taux de sous-emploi, d'un taux de sous-emploi de l'ordre de 70% à un taux qui s'est ramené à 20%, mais d'un taux de chômage officiellement de 35-40%. Nous pensons qu'avec cette possibilité, nous pouvons le ramener à moins de 10%. Nous avons la capacité, nous autres. Je suis vice-président Afrique d'un fonds d'investissement américain qui est disposé aujourd'hui à apporter des financements de la construction d'une autoroute nord-sud, c'est-à-dire de Douala à Maroua, d'une autoroute est-ouest, c'est-à-dire de Yokadjouma à Bamenda. Je suis le vice-président Afrique. Premièrement. Deuxièmement, ils sont prêts à construire, comme Yaoundé est vallonné, ainsi de suite, à construire un métro souterrain à Yaoundé, et à Douala, c'est un tram de surface ou bien un métaux suspendu. Ils sont prêts. Mais ce que vous dites, Majesté Bédigui, vous critiquez le régime actuel. Mais ce que vous proposez est exactement ce que vous faites. Qu'est-ce que vous ferez pour financer des projets sans alourdir la dette publique? Parce qu'ils alourdissent la dette. Ce que vous dites va davantage alourdir la dette. Justement, l'erreur a été de croire qu'il y a des infrastructures d'État
des grandes infrastructures qui doivent être financées par l'État. Que non. L'idée que l'État finance l'autoroute Douala-Yaoundé est une bêtise absolue. Quand vous allez aux États-Unis, le réseau autoroutier américain est réalisé par des concessions, que ce soit aux États-Unis. Ce que Dieudonné Somba propose. Que ce soit, s'il vous plaît, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Quand dernièrement, on a voulu accorder, et ces concessions sont attribuées à des sociétés d'autoroutes qui s'en vont chercher les financements en utilisant leur capacité de financement sans que le pays ne soit engagé dans ce processus. Ça ne coûte rien au pays, rien. Quand dernièrement, je vais vous le révéler ici, on a voulu signer une concession pour l'installation de péages entre Douala et Yaoundé et un certain nombre de choses. Les deux ont signé. J'ai fait une note au président de la République. J'ai dit au président de la République, ce qui va se passer là est inacceptable. Ce sont les péages qui permettent le financement des autoroutes. On ne peut pas accorder des concessions à des entreprises, c'était Aegis et Erazel, je crois, au prétexte qu'on veut sécuriser les recettes des péages. Que c'était la bêtise absolue. Ce sont les péages-là qui doivent permettre aux bénéficiaires des concessions d'aller emprunter de l'argent, venir construire des autoroutes et rembourser les prêts qui contactent avec les recettes des péages. Et Dieu merci, le chef d'État a demandé qu'on arrête ça. Alors que c'était un arrêté qui avait été signé conjointement par le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances. Alors, tout ce dont je vous parle va se faire sera seulement basé sur des concessions d'entreprises qui s'endetteront, elles, et puis elles bénéficieront de contrats de concession sur une certaine durée. Et c'est à l'exploitation, qu'elles les rembourseront. Et cela se fera sans que l'État n'ait à supporter. Donc la dette publique ne sera pas engagée. C'est la première chose. Troisième chose, il y a donc la transition institutionnelle. Celle du passage du régime actuel, qui reste un régime hyper centralisé, à un régime fédéral, avec 10 États-régions, où il y aura un président de la République élu au suffrage universel, mais où chaque région a un gouverneur élu par les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. C'est ça le code électoral. Avec une autonomie garantie. Avec une autonomie. Étant entendu que les gouvernements des régions seront composés de 4 guichets ou 4 secrétariats d'État, ceux-là qui s'occupent du paquet minimum que nous avons envisagé, c'est-à-dire la santé, l'éducation de base et tout le reste, c'est-à-dire à ces niveaux-là. Étant entendu qu'au niveau central, on retrouvera les fonctions régaliennes, c'est les grandes infrastructures, la monnaie et toute autre chose. Ça, c'est les 3 transitions que le candidat Ateki Seta va engager. C'est les réformes devant conduire à la mise à la réussite de ces 3 transitions-là que notre candidat va engager, étant entendu que pour montrer notre volonté politique de faire, nous avons déjà mis la preuve en investissant ce candidat-là qui est à la fois un jeune, moins de 40 ans, et qui est un anglophone pour que les anglophones puissent. Mais pourquoi vous avez l'impression que pourquoi le régime actuel ne le fait pas? Dieudonné Somba le dit tous les jours, et ça vous le proposez. Pourquoi le régime actuel je crois qu'il y a en sachant que c'est un modèle qui peut sortir le Cameroun de la situation mais actuelle, ne l'adopte pas comme mode de gouvernance? Je pense qu'il y a quelque part une soif de contrôle, un besoin de contrôle. Je n'ai pas envie de parler de soif de pouvoir, un besoin de contrôle, vraiment de contrôle de tout, qui habite vraiment l'esprit de certains. Parce que vous ne pouvez pas imaginer toutes les restrictions qui sont mises, c'est-à-dire même au niveau des institutions locales par rapport au pouvoir central. Parfois tu te dis, mais attends, ces gens-là, ils s'imaginent qu'ils ont des cerveaux qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que vous avez sur une route dans votre ville pour mettre le dos d'âne. On va vous dire que non, cette histoire-là, l'autorisation doit être demandée auprès du ministre des Travaux publics. Mais un dos d'âne, ou bien une buse,
On va dire que non, vous savez, les routes là, c'est une route régionale ou nationale, vous ne pouvez pas toucher à ça. Il y a une série de restrictions, il y a une culture de contrôle qui a été générée par les conditions dans lesquelles l'État, le Cameroun, a accédé à l'indépendance. À l'époque, il y avait un besoin de contrôle. C'est exactement comme en France. C'est-à-dire le passage par la Révolution française a